Fermez les yeux un instant. Laissez votre esprit vagabonder dans le temps, loin du bruit et de la fureur du monde moderne. Entendez-vous ce sifflement régulier et rassurant? C'est celui de la cocotte minute qui danse sur la gazinière. Sentez-vous cette odeur chaude et sucrée de lait qui bout, ou ce parfum de beurre fondu qui embaume la petite cuisine au placard en formica? Aujourd'hui, je vous emmène faire un voyage extraordinaire dans le temps. Nous allons retourner dans la France des années 1960, une époque où nos mères et nos grands-mères étaient de véritables magiciennes. Avec 3 fois rien, quelques légumes du jardin, un peu de farine et beaucoup d'amour, elles préparaient des repas inoubliables. Nous allons redécouvrir ensemble 20 plats simples, ces recettes de tous les jours que nous mangions quand l'argent se faisait rare, mais que le bonheur, lui, débordait des assiettes. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, car le dernier souvenir que nous évoquerons est sans doute le plus doux et le plus universel de tous nos goûters d'enfance. Préparez-vous, les souvenirs vont remonter à la surface. Il faut se souvenir de ce qu'était la vie à cette époque. Le temps ne filait pas à la même vitesse qu'aujourd'hui. Les journées semblaient plus longues, plus denses. On ne courait pas sans cesse après la montre. Dans nos maisons, bien souvent modestes, il n'y avait pas d'écran pour nous distraire, pas de téléphone dans nos poches pour nous isoler les uns des autres. La véritable richesse de nos foyers se trouvait là, au centre de la pièce à vivre, la table familiale. C'est autour d'elle que tout se passait. On dit parfois que la vie était plus dure, et c'est vrai que les fins de mois étaient souvent un casse-tête. Les supermarchés n'existaient pas, ou très peu. On achetait au compte-gouttes chez l'épicier du coin, au marché du quartier, où on cultivait son propre lopin de terre. Mais étions-nous pauvres pour autant? Absolument pas. L'attente d'un bon repas dominical, le partage d'une marmite fumante un soir d'hiver, la chaleur d'une cuisine où l'on faisait ses devoirs en écoutant le poste de radio grésiller, tout cela tissait des liens indestructibles. On ne gaspillait rien. Le pain dur redevenait moelleux. Les fans de légumes se transformaient en veloutés soyeux. Chaque geste en cuisine était un acte de respect pour la nourriture et une preuve d'amour silencieuse pour la famille. C'était une époque où l'ingéniosité remplaçait le porte-monnaie, où la sincérité des relations humaines primait sur le matériel. Et c'est précisément ce goût-là, celui de l'essentiel, qui nous manque tant aujourd'hui. Commençons notre voyage par un grand classique, le symbole même de l'anti-gaspillage de notre enfance, le pain perdu. Rappelez-vous ces dimanches soirs ou ces jeudis après-midi. Il était impensable, voire péché, de jeter le moindre quignon de pain durci. Nos mères prenaient ces tranches raides comme la justice et les plongeaient délicatement dans une assiette creuse remplie de lait tiède. Le pain absorbait le liquide avec un petit bruit spongieux. Ensuite, on le passait dans l'œuf battu avant de le jeter dans une poêle en fer noir où chantait un beau morceau de beurre. L'odeur qui s'en dégageait alors envahissait toute la maison. Une odeur de beurre noisette, de croûte grillée et de sucre caramélisé. On saupoudrait le tout d'un peu de sucre en poudre ordinaire ou, pour les jours de grande chance, d'un sachet de sucre vanillé à l'emballage rose. Sous la dent, c'était d'abord le croustillant des bords un peu brûlés, puis la douceur infinie et régressive du cœur fondant. C'était un dessert de pauvres, fait avec des restes, mais pour nous les enfants, c'était une véritable fête. Ce plat nous apprenait la valeur des choses et nous montrait que de la simplicité pouvait naître la pure magie. Et que dire de la soupe à l'oignon, cette reine des soirées glaciales? Imaginez la scène. La nuit tombe tôt, les vitres de la cuisine sont couvertes de buée à cause du froid extérieur et de la chaleur des fourneaux. Sur la table cirée, maman ou grand-mère épluche une montagne de gros oignons jaunes. Les larmes coulent, on en rit. L'oignon était le légume le moins cher, celui qui ne manquait jamais dans le filet suspendu au cellier. Émincés finement, ces oignons finissaient dans le fond d'une grande marmite en fonte avec une noix de saindoux ou de beurre. On les laissait blondir, roussir même, très lentement. Le secret était dans cette patience. Puis on ajoutait l'eau, quelques herbes du jardin si on en avait, et on laissait mijoter. Au moment de servir, on déposait au fond de chaque assiette calotte des tranches de pain rassis frottées à l'ail, et on versait le bouillon brûlant par-dessus. Parfois, un soupçon de fromage râpé venait gratiner le tout sous le grill du four.
C'était un repas qui ne coûtait presque rien, mais qui tenait au corps, qui réchauffait les mains engourdies par le froid de l'hiver et qui apaisait les cœurs après une longue journée d'école. Poursuivons avec un souvenir qui fera sourire chacun d'entre vous. Les incontournables coquillettes au beurre. Ah, cette fameuse boîte en carton jaune avec le petit damier bleu. Vous la revoyez, n'est-ce pas? Quand la fin du mois approchait à grands pas et que le porte-monnaie de maman sonnait creux, c'était le dîner de la rescousse. Mais quel dîner! L'eau bouillonnait dans la grande casserole en émail, on y jetait une bonne poignée de ces petites pâtes courbes. L'attente semblait interminable pour les estomacs affamés. Une fois égoutté, le miracle s'opérait avec un simple morceau de beurre frais qui fondait doucement à la chaleur des pâtes, les enrobant d'un voile brillant et onctueux. Une pincée de sel, peut-être une petite poignée de gruyère râpée si le budget le permettait, et le tour était joué. Le bruit de la cuillère qui raclait le fond de l'assiette creuse résonne encore dans ma tête. Ce n'était pas de la grande gastronomie, mais c'était le goût de la sécurité, le goût de l'enfance heureuse. Ces pâtes toutes simples nous prouvaient qu'il n'y avait pas besoin d'ingrédients compliqués pour rassembler la fratrie dans des éclats de rire autour de la table. Passons maintenant au majestueux hachis parmentier, le roi incontesté de la transformation culinaire. Dans les années 60, la viande était une denrée chère que l'on mangeait surtout le dimanche, sous la forme d'un pot-au-feu ou d'un rôti. Mais le lundi ou le mardi, il n'était pas question de perdre le moindre gramme des restes. C'est là qu'entrait en scène la fameuse moulinette à viande manuelle, celle que l'on fixait solidement au bord de la table avec une grosse vis. Tourner la manivelle était souvent la mission des enfants, une tâche difficile mais dont on était fier. La viande hachée, mélangée à des oignons et du persil, tapissait le fond d'un grand plat en terre cuite. Par-dessus, on étalait une épaisse couche de purée de pommes de terre maison, bien beurrée. Avec les dents d'une fourchette, la cuisinière dessinait des sillons géométriques sur le dessus. Après un passage au four, la croûte devenait dorée, croustillante et renfermait un trésor bouillonnant. Ce plat symbolise à lui seul toute l'économie domestique de cette époque bénie, où le savoir-faire maternel transformait de simples restes de la veille en un banquet triomphant. Souvenez-vous aussi de la bonne odeur de l'omelette aux pommes de terre. Les œufs, ramenés directement de la ferme ou achetés au marché dans leur boîte en carton alvéolé, étaient la base de notre alimentation. Et les pommes de terre, on les achetait par sacs entiers de 20 kilos que l'on stockait à la cave, dans l'obscurité, pour éviter qu'elles ne germent. Pour faire un repas complet à moindre coût, on coupait les pommes de terre en petits cubes ou en rondelles que l'on faisait dorer à la poêle jusqu'à ce qu'elles soient bien croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Ensuite, on versait les œufs battus, généreusement salés et poivrés. La lourde poêle en fer exigeait un poignet solide pour faire sauter cette épaisse galette dorée. On la mangeait brûlante avec une simple salade verte du potager. Et qui était merveilleux, c'est que les restes de cette omelette étaient glissés le lendemain dans un grand morceau de baguette de pain pour faire un sandwich roboratif, parfait pour les pique-niques dominicaux ou les longs voyages en voiture vers nos lieux de vacances, fenêtres ouvertes sur les routes nationales. Évoquons à présent un plat modeste, souvent surnommé l'asperge du pauvre, les poireaux vinaigrettes. En automne et en hiver, le poireau régnait en maître dans les jardins ouvriers et sur les étals des petits maraîchers. C'était un légume rustique, bon marché, souvent couvert de terre. Le rituel de la préparation était immuable. Il fallait fendre les poireaux en croix, les laver à grande eau sous le robinet de l'évier pour éliminer le moindre grain de sable, puis les ficeler en bottes. La cuisson à l'eau ou à la vapeur embaumait la cuisine d'une odeur verte et terrienne. Mais le vrai secret, c'était la sauce. Une vinaigrette bien relevée, préparée dans un bol en faïence, avec de la moutarde forte, du vinaigre de vin rouge, de l'huile, du sel et beaucoup de poivre. Les poireaux, encore tièdes, étaient nappés de cette sauce piquante. La chair tendre et filandreuse s'imprégnait de l'acidité du vinaigre. C'était une entrée modeste, certes, mais d'une élégance gustative incroyable. Elle racontait l'histoire de ces familles françaises qui savaient tirer le meilleur de la terre avec dignité et gourmandise. Pour le dessert, rien ne valait le réconfort suprême d'un grand plat de riz au lait.
Le riz n'était pas cher, le lait non plus, surtout quand on allait le chercher à la ferme voisine, avec sa propre cruche en aluminium. Ce dessert demandait du temps et une présence attentive. Dans une grande casserole, le lait frémissait lentement avec une gousse de vanille que l'on grattait précieusement, ou à défaut, de simples zestes de citron ou d'orange. On y jetait le riz rond, et alors commençait le lent rituel de la cuillère en bois. Il fallait tourner, tourner encore, avec la douce régularité d'un pendule pour que le riz n'attache pas au fond. Peu à peu, les grains gonflaient, absorbaient le liquide sucré, et le mélange s'épaississait jusqu'à devenir une crème onctueuse. Servi tiède, il réconfortait instantanément de n'importe quel chagrin d'enfant. Servi froid le lendemain, il s'était figé en une masse dense que l'on découpait presque à la cuillère. Ce riz au lait, c'était l'amour maternel mis en casserole, une douceur infinie servie à grande louche dans des bols ébréchés. Ah, la véritable purée de pommes de terre maison. Rien à voir avec les flocons déshydratés qui arriveront bien plus tard pour faire gagner du temps aux ménagères. Dans les années 60, faire de la purée était un vrai travail physique. Les pommes de terre, cuites à l'eau avec leur peau, devaient être épluchées toutes chaudes, brûlant le bout des doigts. Ensuite venait l'instrument de torture et de magie, le fameux moulin à légumes en fer blanc, avec sa manivelle rouge ou orange. On plaçait l'engin au-dessus d'un grand saladier et on tournait, en forçant pour écraser la chair farineuse des tubercules. Sous la grille, une pluie épaisse de pommes de terre s'échappait. Il fallait ensuite travailler cette masse à la cuillère en bois, en y incorporant de grands verres de lait chaud et de généreux morceaux de beurre salé. La purée devenait alors lisse, élastique, brillante. Dans l'assiette, la tradition exigeait que chaque enfant creuse avec sa fourchette un petit puits au centre de son monticule de purée, pour y accueillir une cuillerée de jus de rôti ou simplement un autre petit morceau de beurre fondant. Et comment ne pas évoquer le sublime, l'incontournable gratin dauphinois? C'est l'exemple parfait du plat de pauvre devenu un chef-d'œuvre de la gastronomie de tous les jours. La recette originale, la vraie, celle de nos grands-mères à la campagne, ne comportait pas une once de fromage. Le fromage coûtait trop cher. Tout le goût résidait dans l'ail. On prenait une gousse d'ail coupée en deux et on frottait énergiquement le fond et les bords d'un lourd plat en terre vernissée. Ensuite, on y déposait des rondelles de pommes de terre, finement tranchées au couteau d'office, en couches successives et régulières, comme des écailles de poisson. On salait, on poivrait, on ajoutait parfois une pincée de noix de muscade râpée, et on recouvrait le tout d'un mélange de lait et de crème fraîche. Le plat passait au four très doucement, pendant des heures. Le miracle se produisait à la surface. Sans aucun fromage, le lait et l'amidon des pommes de terre formaient une croûte dorée, boursouflée et délicieusement caramélisée sur les bords. Un plat magique, nourricier et extraordinairement parfumé, avec presque rien. Quand arrivait la belle saison, les tomates farcies faisaient leur apparition sur les tables recouvertes de toile cirée à carreaux. L'été, la tomate était abondante et bon marché au marché ou dans le potager. Mais là encore, on ne gâchait rien. Les grosses tomates bien mûres étaient vidées de leur pulpe avec une petite cuillère. Maman récupérait précieusement le jus et les graines pour faire une sauce. La farce était un mélange d'ingéniosité. On utilisait les restes de viande de la semaine que l'on hachait avec de l'ail, de l'échalote, du persil frais du jardin et surtout, pour donner du volume et faire des économies, une bonne quantité de mie de pain rassis trempée dans du lait. On bourrait les tomates de ce mélange parfumé et on n'oubliait jamais de replacer le petit sapot de la tomate par-dessus comme un couvercle protecteur. Dans le four, la tomate s'affaissait doucement, son jus se mêlant à la farce pour créer une sauce riche au fond du plat. On mangeait cela avec du riz blanc, un festin d'été coloré qui sentait bon les vacances et le soleil de notre jeunesse. Au début du printemps, une tradition rustique et gratuite réjouissait les familles, la cueillette des pissenlits. Le dimanche matin, munis d'un petit couteau et d'un panier en osier, parents et enfants partaient dans les prés environnants, loin des routes. Il fallait repérer les rosettes de jeunes pissenlits, bien verts et tendres, avant que la fleur ne pousse. De retour à la maison, le nettoyage était minutieux pour ôter la terre. Cette salade sauvage,
totalement gratuite, avait une légère amertume qui réveillait les palais engourdis par l'hiver. Mais le clou du spectacle, c'était l'assaisonnement. Dans la poêle en fonte, grand-mère faisait rissoler quelques lardons gras, la partie la moins chère de la poitrine de porc. Une fois croustillant, elle déglaçait la poêle avec un grand trait de vinaigre et versait ce liquide bouillant directement sur les pissenlits. Les feuilles flétrissaient instantanément sous la chaleur, en dégageant une odeur piquante. Des œufs durs coupés en quartiers accompagnaient ce plat de pauvre, un vrai cadeau de la nature qui réunissait la famille autour d'une saveur forte et authentique. L'incontournable potage aux légumes du jardin rythmait invariablement les dîners d'hiver. À l'époque, manger de la soupe le soir n'était pas une option, c'était une institution. Dès la fin de l'après-midi, on entendait le bruit sec du couteau épluchant les carottes, les navets, les poireaux et les pommes de terre sur l'évier. Des légumes cabossés, terreux, souvent issus du potager de grand-père ou achetés en vrac au marché. Tout finissait dans la grande cocotte minute, cette invention révolutionnaire qui sifflait sur les réchauds des années 60. Une fois cuit, venait le moment de passer la soupe. On ressortait le fidèle moulin à légumes. Le cliquetis régulier de la manivelle accompagnait la transformation des légumes en un velouté épais et fumant. On n'ajoutait pas de crème, c'était trop luxueux. Juste un petit morceau de beurre frais dans son assiette. Les enfants trempaient leurs morceaux de pain dur dans le liquide brûlant. Ce potage rustique nettoyait le corps, réchauffait les os et préparait tout le monde à une bonne nuit de sommeil réparateur, dans des chambres souvent mal chauffées. Pour adoucir les longues soirées d'hiver sans dépenser un franc de trop, il y avait les merveilleuses pommes au four. Les pommes, on les achetait en cajot à l'automne. C'était le fruit de base, celui qui se conservait des mois à la cave. Quand elles commençaient à se flétrir un peu, elles devenaient les candidates idéales pour le four. Avec un petit couteau ou un vide-pomme, on retirait le trognon en prenant soin de ne pas percer le fond. Dans ce petit puits naturel, on glissait une noisette de beurre et une bonne cuillère de sucre en poudre, ou de cassonade si on en avait. On les alignait dans un plat en verre Pyrex avec un fond d'eau pour qu'elles ne brûlent pas. Pendant la cuisson, le sucre et le beurre fondaient, se mêlaient au jus de la pomme pour former un sirop caramélisé divin. La peau de la pomme se fripait, éclatait parfois, laissant s'échapper une chair compotée et brûlante. L'odeur de la pomme cuite et du sucre chaud envahissait le couloir, annonçant un dessert simple, mais d'un réconfort absolu, que l'on mangeait à la petite cuillère, en soufflant fort pour ne pas se brûler la langue. Et puis, il y avait les crêpes, l'archétype même de la fête sans argent. Pour la Chandeleur, ou simplement un dimanche de pluie pour occuper les enfants, la pâte à crêpes était le remède à tous les ennuis. La recette tenait du miracle économique. Beaucoup de farine, 1 litre de lait, une pincée de sel, 2 ou 3 œufs à peine, et peut-être une cuillère d'huile et d'eau de fleurs d'oranger ou de rhum ambré pour parfumer. La préparation se faisait dans un grand saladier orange ou marron en plastique. On battait fort avec un fouet pour éviter les grumeaux. Puis, maman sortait sa vieille poêle noire, culottée par des années de cuisson. La première crêpe était toujours ratée, c'était la règle, et elle finissait souvent dans la bouche des enfants impatients. Faire sauter les crêpes, avec une pièce de monnaie dans l'autre main pour porter chance toute l'année, était un rituel sacré. On les mangeait saupoudrés d'une simple pluie de sucre cristallisé qui craquait sous les dents, ou tartinés d'une fine couche de confiture de mûre faite maison l'été précédent. Une vraie montagne de bonheur à très bas prix. Passons maintenant à un grand plat de résistance, la saucisse aux lentilles. Les légumes secs étaient la viande du pauvre, la base de l'alimentation des familles modestes. Les lentilles vertes étaient vendues au kilo, souvent dans des sacs en toile de jute chez l'épicier. Le rituel commençait toujours par le tri des lentilles étalées sur la table de la cuisine, car il n'était pas rare d'y trouver de minuscules cailloux. La cuisson se faisait à petit feu, dans une grande marmite, avec beaucoup d'eau, des carottes en rondelles, un oignon piqué de clous de girofle et une feuille de laurier du jardin. Pour donner du goût, on y ajoutait de simples saucisses fumées, souvent bon marché, ou parfois juste un talon de jambon ou de lard que le charcutier avait vendu pour presque rien.
Les lentilles s'imprégnaient du jus gras et fumé de la viande, devenant fondantes et extrêmement savoureuses. C'était un plat lourd, généreux, que l'on servait à grande louchée. Il réchauffait l'atmosphère et permettait de nourrir une table de 8 personnes de manière très économique, avec la certitude que personne ne sortirait de table avec la faim. Le boudin aux pommes tenait lui aussi une place de choix dans le répertoire culinaire de l'époque. Dans les années 60, le cochon était vraiment l'animal nourricier par excellence. Et le boudin noir était l'une des charcuteries les moins chères que l'on pouvait acheter chez son boucher de quartier. Mais pour en faire un repas complet et équilibré sans se ruiner, nos mères l'associaient au fruit le plus abordable, la pomme. On épluchait de belles pommes rainettes ou golden, on les coupait en gros quartiers que l'on faisait dorer à la poêle dans un peu de graisse. Elles devenaient compotées, douces et légèrement acidulées. À côté, on faisait griller le boudin noir, qui finissait souvent par éclater sous l'effet de la chaleur, révélant sa chair sombre et onctueuse, parfumée aux oignons. Le contraste dans l'assiette était saisissant. La douceur fruitée et sucrée de la pomme venait casser le goût fort, terrien et ferreux du sang du boudin. C'était une alliance parfaite, un plat rustique, presque paysan, qui nourrissait à merveille et dont on raffolait, bien loin des plats sophistiqués d'aujourd'hui. Avez-vous oublié la poésie simple des œufs à la coque et de leurs fameuses mouillettes? Quand les parents étaient fatigués ou que le frigo était vide à la fin de la semaine, c'était le souper idéal. Mais c'était un plat qui exigeait une précision scientifique. L'eau bouillait et hop, on plongeait les œufs avec une cuillère à soupe pour ne pas fêler la coquille. 3 minutes, pas une seconde de plus, vérifiez à l'aide d'un vieux sablier posé sur le buffet ou de l'horloge murale. Les œufs trouvaient leur place dans des coquetiers en bois ou en plastique bariolé. Puis venait la meilleure partie, les mouillettes. On découpait de fines lanières dans le pain de la veille, on les beurrait généreusement au couteau à bourron. On tranchait le chapeau de l'œuf d'un coup sec de couteau. On ajoutait une pincée de sel, puis on plongeait la mouillette beurrée dans le jaune coulant et chaud, d'un jaune d'or éclatant. C'était une expérience tactile et gustative fascinante pour les enfants. Un repas léger, improvisé en quelques minutes, mais d'une gourmandise absolue qui apaisait tout le monde avant d'aller au lit. Le jeudi après-midi, jour de congé scolaire à l'époque, la cuisine devenait souvent un laboratoire de pâtisserie pour une création inoubliable, le gâteau au yaourt. C'était souvent la toute première recette que les mamans apprenaient à leurs enfants. Son secret? Pas besoin de balance compliquée. L'outil de mesure était le pot de yaourt en verre vide et lavé. Un pot de yaourt, 2 pots de sucre, 3 pots de farine, un demi-pot d'huile, 3 œufs et un sachet de levure Alsa à l'emballage rose avec le dessin de la cigogne. Les enfants versaient, mélangeaient à la cuillère en bois avec une énergie folle dans le grand saladier. La pâte lisse était versée dans un moule beurré et l'attente commençait. Bientôt, la chaleur du four libérait une odeur sucrée, beurrée et vanillée qui flottait jusqu'au bout du couloir des appartements. Une fois refroidi et démoulé, on le coupait en grosses parts. Sa croûte dorée cachait une mie dense, moelleuse et nourrissante. Ce gâteau symbolisait la transmission douce des savoirs culinaires de mère en fille, de grand-mère en petit-fils, avec une simplicité déconcertante. L'hiver ne serait pas complet sans l'évocation de la potée aux choux. C'était le plat de rassemblement par excellence, celui qui cuisait pendant de longues heures le samedi ou le dimanche matin. Le chou vert frisé était un légume massif, bon marché, que l'on blanchissait d'abord à grande eau. Ensuite, dans une vaste marmite, on assemblait les morceaux, les feuilles de chou, des pommes de terre, des carottes, des poireaux, et les viandes les plus économiques du porc comme la palette, le lard demi-sel ou quelques vieilles saucisses. L'eau frémissait doucement sur le feu, et la buée s'installait sur les carreaux de la fenêtre. L'odeur puissante et âcre du chou cuisait s'imprégnait dans les moindres recoins de la maison, jusque dans les manteaux accrochés dans l'entrée. C'était l'odeur caractéristique de l'hiver dans les foyers modestes de France. Le moment de servir était solennel. On apportait le grand plat fumant au centre de la table. Les viandes étaient coupées en tranches, les légumes fondaient sous la fourchette, imbibés d'un bouillon réparateur. Un seul plat suffisait à faire un repas de roi pour 10 personnes. Enfin, gardons le plus magique,
le plus simple et sans doute le plus nostalgique de tous les plats pour clore ce voyage, la tartine de pain au beurre et au chocolat. Ce n'était pas un dîner, mais c'était le goûter rituel de notre jeunesse. À 4h30, au retour de l'école primaire, le rituel était sacré. Les mamans coupaient une tranche épaisse dans le gros pain de campagne ou dans le quignon de la baguette. Elles étalaient une belle couche de beurre salé au couteau, et par-dessus, elles enfonçaient 1 ou 2 carrés de chocolat noir, dur et croquant, achetés en grandes plaques épaisses. Pas de pâte à tartiner industrielle, non. C'était le choc des textures. Le pain moelleux avec sa croûte dure, le beurre frais qui fondait sous la langue, et le chocolat amer qui craquait sous les dents. On mangeait cette tartine en marchant dans la rue, en jouant aux billes ou en regardant les premiers dessins animés. Elle ne coûtait que quelques centimes, mais elle valait tout l'or du monde. Cette tartine résume à elle seule l'esprit de ces années-là. De la débrouille, des produits simples et une joie de vivre immense. Le temps a passé, les cuisines en formica ont disparu, remplacées par des îlots centraux flambant neufs. Nos mères et nos grands-mères ont rangé leurs vieux tabliers à carreaux. Aujourd'hui, les supermarchés débordent de produits du monde entier, prêts à consommer en quelques secondes. Mais pourtant, en repensant à ces plats préparés avec presque rien, une étrange mélancolie nous serre le cœur. Car nous savons bien, au fond de nous, que ce que nous regrettons, ce ne sont pas les coquillettes ou le pain perdu. Ce que nous regrettons, c'est ce temps de l'attente, ce temps béni de notre jeunesse. Nous regrettons les grandes tablées familiales, le bruit des couverts sur les assiettes Duralex, l'amour silencieux qui mijotait dans les marmites ébréchées. Nous avions moins d'argent, moins de choses matérielles, mais nous étions incroyablement riches de ces moments partagés. Si cette plongée dans vos souvenirs a fait battre votre cœur un peu plus vite, je vous invite de tout cœur à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime sur cette vidéo. Et avant de nous quitter, répondez à cette question. Parmi tous les plats de votre enfance, quel est celui que vous rêveriez de pouvoir remanger une dernière fois, préparé par les mains de votre maman ou de votre grand-mère? Partagez vos histoires dans les commentaires. J'ai tellement hâte de vous lire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.